Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. François Richard, tu as une question? Non. J'avais une question qui était un petit peu à la limite, mais j'allais tout de suite. Il y a dans la loi sur la santé, sur le droit à la santé qui va être introduit dans la loi si la loi est votée, une phrase à propos de la réparation financière liée aux problèmes de santé. J'aimerais bien que, pas forcément ce soir, parce que si les magistrats et les juges qui sont ici n'ont pas eu le temps de la lire, j'aimerais bien que pour l'Académie de chirurgie, vous nous donniez votre avis en tant qu'expert, je m'excuse, pour nous dire ce que cette phrase qui est marquée dans la loi sur la santé peut avoir comme conséquence, non seulement sur le plan médical, mais également sur le plan économique. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste comme moi, on a vraiment l'impression en lisant ça, que quelqu'un qui a une maladie X ou Y, on ne parle même plus de la chirurgie là, et qui a des conséquences financières liées à cette maladie, par exemple dans son travail, l'État prendra en charge ça. Donc on s'est aperçu à plusieurs, en lisant cette loi, qu'il y avait cette phrase. Donc on va vous la faire parvenir, et je serais très heureux que les magistrats et les avocats ici présents nous donnent leur avis à titre de conseil. D'autres questions? Oui. Oui, et ensuite... Oui, je vais profiter du micro pour poser 2-3 questions sur l'ensemble. Je trouve que souvent, il y a des difficultés de langage entre le langage de la magistrature et le langage médical. Quand on parle du droit à l'intégrité corporelle, en général, le médecin, il cherche toujours de respecter cette intégrité corporelle et l'intégrité de l'organe. Donc, déjà, au départ, il y a une antinomie entre le droit et le métier du médecin. De même que pour le métier de l'expert. L'expert est médecin. Donc, on est mu par la devise primum non nocere. Si l'expert ne se sent pas capable de juger, c'est déjà à lui de prendre ses responsabilités. Et enfin, pour revenir sur la checklist, depuis que la checklist existe, nous n'avons pas eu de REX, c'est-à-dire de retour d'expérience sur la checklist en général. L'HAS n'a pas fait depuis 6 ans de retour du REX. Et puis, d'autre part, il y a des spécialités qui sont... Moi, je transgresse tous les jours la checklist. Parce que comment voulez-vous que je fasse 10 à mon petit de 2 ans ou de 6 mois, de quel côté je vais l'opérer, hein? Et en plus, quand je l'opère d'un côté unique, comme une verge, il ne va pas me préciser ce que j'ai décidé sur l'intervention. Donc, on a pourtant demandé à l'ANAS, à l'époque, et puis après à l'HAS, d'améliorer cette checklist, mais on se heurte à un dogmatisme. Oui, Jacques Attends, je voudrais revenir sur les derniers propos qui ont été tenus. On a fait un travail avec Orthorisque au niveau auprès de la MACSF en analysant 700 dossiers sur 5 ans d'accidents médicaux et qui avaient donné lieu à des procédures. Et on a divisé finalement ces dossiers selon l'attitude des chirurgiens. Et on a pu mettre en évidence qu'il y avait 3 ou 4 catégories de chirurgiens. Il y avait ceux qui n'avaient jamais de problème. C'est pour revenir sur la nécessité du dialogue et de l'empathie, du dialogue médecin-malade qui est essentiel. Il y a ceux qui n'ont jamais eu de problème au cours de leur pratique. Jamais. Il y a ceux qui ont une affaire une fois de temps en temps. Et puis, il y a ceux qui ont des accidents sériels. Et ceux qui ont des accidents sériels, souvent, on mettait en évidence, et ça rejoint peut-être un peu le problème du burn-out qu'a soulevé Philippe Brey, on trouvait soit des difficultés familiales, soit des difficultés personnelles, soit des difficultés médicales. Par exemple, il y avait un chirurgien qui avait fait beaucoup de plaies de la dure mer, un neurochirurgien, il était presbyte, il ne portait pas de lunettes, et donc il évaluait mal son geste chirurgical dissection. Et je plaide, et je pense que les assureurs devraient mettre ça en place, ils font des visites de risque auprès des établissements, il faudrait qu'ils fassent aussi des visites de risque auprès des praticiens, et notamment voir ce qui se passe et comment les règles sont respectées, et quelle est son attitude, notamment quand il y a des accidents sériels. Merci. D'autres commentaires?
Oui, bonjour, Solène Brugère, avocat du cabinet Caractère. Juste une petite observation dans le prolongement de tous ces riches échanges que l'on a abordés, pour le stade de la préparation des expertises judiciaires, et notamment au stade de la réception de l'assignation. Il a été dit tout à l'heure que quand on reçoit une assignation, au-delà de la panique qu'on doit gérer, il faut appeler son assureur. Mais il y a aussi un point qui est important, c'est qu'on peut aussi, dès ce moment-là, très rapidement, contacter son avocat pour monter le dossier et dans ce cas-là, ne pas hésiter à faire intervenir son avocat même au sein des réunions qui vont être tenues au sein des expertises médicales. Et là, on constate qu'il y a vraiment ce travail d'équipe, médicaux et juristes ensemble, main dans la main, a vraiment des effets ensuite dans le stade du suivi de la procédure et notamment de l'expertise, notamment en mettant en place des checklists juridiques avec des points qu'il faut impérativement vérifier. Et ça peut vraiment avoir des incidences et des résultats positifs dans l'intérêt du suivi et des résultats des actions. Merci. Qui souhaite intervenir ou répondre? Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire la dame qui est là-bas, juste parce que je suis juriste à la Médicale de France et il y a d'autres compagnies d'assurance qui sont peut-être dans le même cas. Bien sûr, il faut que le chirurgien contacte son avocat, il va travailler en collaboration avec lui et les médecins conseils, mais avant, il faut quand même qu'il appelle son assureur, parce que souvent, en responsabilité civile, il n'a pas le choix de son avocat, c'est l'assureur qui décide. Ça peut se discuter, mais ça peut être un risque et il peut se retrouver dans l'embarras s'il n'a pas au préalable vu ça avec sa compagnie d'assurance. C'était juste une petite parenthèse. Monsieur Cuc, vous voulez intervenir? Oui, Monsieur Miguel. Cohen, pardon. Je voudrais juste dire une chose à propos des expertises et de ce qui se passe. Un peu d'empathie aussi pour les médecins mis en cause. Un peu d'objectivité dans la conduite de l'expertise. Un peu de retenue aussi. Je le dis pour la plupart des experts, ils ne sont pas concernés ici, mais il y en a d'autres. Et vraiment, il n'y a encore pas très longtemps, c'est très très compliqué. Il y a des règles aussi. L'expertise doit servir au patient pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et elle doit servir au médecin pour intégrer ce qu'il doit tirer comme un enseignement de sa mise en cause. Mais elle ne peut pas servir à pointer au bûcher dans une réunion d'expertise contradictoire avec des termes souvent dépassant ce qu'il est acceptable d'entendre un médecin. Nous, les avocats de médecins, nous les recueillons après. Nous avons parfois des médecins qui sont tremblants après une expertise, qui ne s'en remettent pas de ce qui a été dit et qui a été dit à tout le monde. Il faut le savoir. Donc je voudrais aussi que tout le monde prenne en charge. Nous le faisons, nous, les avocats de médecins. Il ne faut pas croire que les avocats de médecins sont des avocats qui ne sont là que pour dire aux médecins « vous avez tout bien fait », c'est exactement le contraire. Nous le faisons. Je souhaite simplement que tous les experts, et dans les formations des experts, je vous en supplie, évidemment, ça ne concerne pas Ertig, ça ne concerne pas d'autres. La plupart de ceux qui sont ici, c'est évident, même tous. Bon, sinon, on va me dire la plupart, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je vous en supplie, l'expertise, elle doit avoir un intérêt pour les médecins qui sont mis en cause, dans tous les sens du terme. Et je peux vous dire que parfois, il nous arrive nous-mêmes de relever des choses avec les médecins qui n'ont pas été relevées par les experts, et nous faisons ce travail-là, même si ça n'a pas été relevé par les experts. Mais en revanche, ayons un peu aussi de considération par rapport à ces médecins. Il en a suffisamment, et surtout, moi je le vois en anesthésie. Moi, depuis que j'ai commencé, c'est simple, ils sont plus de 20 à s'être suicidés. Donc, ayons cette retenue-là. Jacques Milliez. C'est à propos de la place de l'expert. Voilà une dame qui décède d'une hémorragie de délivrance. Avec Dan Benamou, professeur Dan Benamou, qui est un spécialiste de l'anesthésie et la réanimation des femmes enceintes, nous concluons qu'il n'y a aucune faute. Tout a été fait comme il fallait, en temps et correctement. Le tribunal administratif de Paris condamne l'assistance publique pour défaut d'information. Défaut d'information. Médicalement, absurde. On ne peut pas informer une patiente qui est en train de mourir, ça n'aurait rien changé. Juridiquement, probablement aussi absurde, parce que l'urgence, en principe, exonère de l'obligation d'informer. Et pourtant, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai trouvé que ce jugement était très bien, parce qu'il s'était jugé en équité, et que,
Au fond, la place de l'expert est simplement de dire la médecine pour permettre aux magistrats de dire le droit, et que le droit, il n'aime pas toujours de réprimer, mais il est quelquefois aussi d'apaiser et de prévenir les conflits. Et d'ailleurs, l'assistance publique n'a pas fait appel. Merci.